long de cette crise et on s'est attaché à garder ce lien fort qui est naturel avec Aix-Marseille Université. Alors, on a prévenu les étudiants, on s'est organisé pour les aider. On a été aussi très proactif dans le lien avec les personnes, avec les collègues. Et pour nous, c'était important. C'est important de continuer à faire vivre l'université et j'ai été ravi, pas étonné parce que je connais le potentiel des collègues, qu'il y ait un mouvement vraiment d'ensemble en disant voilà, on va tous passer cette crise. Aix-Marseille Université et ses partenaires de Civis sont dans le même état d'esprit. On va passer cette crise, on va faire en sorte qu'on continue pour les étudiants, pour l'avenir de l'université, à travailler, à faire des cours, à changer nos pratiques, à faire évoluer, à sortir de notre zone de confort. Et j'ai vraiment été ravi de voir combien les personnels, enseignants-chercheurs, administratifs, combien les étudiants étaient capables de s'adapter assez rapidement à ces nouvelles pratiques d'enseignement. On a vu des choses vraiment super, des étudiants qui applaudissaient les profs qui faisaient cours. Enfin, c'était vraiment, ça a été un plaisir. Voilà. Alors, ça a été très difficile, c'est très difficile, mais ça nous a permis finalement de passer un cap, de voir que le télétravail, finalement, c'était possible, que le téléenseignement, on pouvait aussi l'adapter. Voilà. Et donc, ça nous a permis de nous libérer et ça va permettre de construire AMU dans le futur sur des méthodologies et sur des concepts qui seront modernes. Voilà. Mais on doit aussi dire qu'on a cette envie de se retrouver physiquement. Et ce que disait Carmela est très vrai. Hein. Les étudiants ont aussi envie de retrouver leurs profs. Et pas pour être passif devant un cours magistral, mais effectivement pour travailler ensemble. Et c'est pour ça que cette individualisation finalement des pratiques d'enseignement, c'est important et on va essayer de travailler sur ces aspects-là. Voilà. Vraiment être proche des étudiants dans la pratique pédagogique. Voilà. Est-ce que pour vous, l'amphithéâtre traditionnel de l'université reste un lieu pertinent pour l'enseignement supérieur ou il doit complètement évoluer? Non, c'est un lieu pertinent qui permet les échanges, qui permet les interactions, qui permet le contact entre différentes catégories d'étudiants, les différents milieux sociaux. Donc, c'est important aussi de ne pas rester enfermé dans sa bulle Internet, mais de manière assez complémentaire finalement, les plateformes de cours, d'échanges sont aussi un moyen qui sera de plus en plus adopté par les enseignants, donc, et notamment les enseignants qui sont un peu plus âgés dans la pratique et qui en auront moins peur. Donc les deux seront complémentaires. Il faut surtout s'attacher à faire vivre les deux méthodes. Mais encore une fois, on aura aussi besoin d'avoir des cours en petits comités hein, pour des travaux pratiques, des travaux dirigés. C'est ça aussi qui est important, que l'étudiant soit actif dans la pratique pédagogique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez mis en place un plan d'action particulier là, pour préparer la rentrée, pour préparer peut-être la suite de cette évolution, de cette organisation? D'abord, oui, alors pour nous, hein, le but de la période passée, ça a été vraiment de faire en sorte que les étudiants puissent euh, continuer à vivre leur pratique pédagogique. Pour certains en CTU, continuer à avoir des aides. Ça a été quelque chose de très fort. On se prépare évidemment à une rentrée, comme l'a dit Carmela tout à l'heure, une rentrée hybride dans laquelle on prévoit des cours classiques, mais aussi on se donne la possibilité de préparer des cours à distance. Mais il y a la période intermédiaire, notamment cette période d'été, qui va être difficile à gérer pour certains étudiants qui vont être esselés, qui ne vont pas pouvoir rentrer chez eux, notamment je pense aux étudiants d'outre-mer. Et on a aussi le personnel. Et on veut garder ce lien, on veut garder ce contact. Et donc, on va lancer une application de lien qui va permettre vraiment de garder le contact. Si quelqu'un a besoin d'aide ou se sent isolé, il y aura à AMU quelqu'un qui pourra lui répondre. Voilà. Donc, ce sera une application qui n'a rien à voir, évidemment, avec l'application que va lancer l'État. Ce sera une application de lien et d'aide AMU. Voilà. Et je rassure tout le monde, sans géolocalisation, sans test de Covid, ce n'est pas du tout le but. Hein. Le but, c'est d'arriver à avoir une application qui nous fasse garder le lien et qui fasse en sorte que la communauté AMU puisse se retrouver à tout moment. Très bien, on suivra ce lancement.
Dernière question peut-être avant de donner la parole à Virginie de Barnier sur les modifications en termes de peut-être de paysage universitaire, de nouvelles concurrences. Est-ce que ces nouveaux outils, est-ce que ça pousse aussi les universités à proposer des nouveaux cours, des nouvelles activités? Est-ce que vous êtes confronté, est-ce que vous avez peur d'une menace, par exemple, d'une nouvelle concurrence internationale qui viendrait challenger les formations d'AMU par rapport à d'autres établissements? On pourrait en avoir peur et il faut en être conscient. On pourrait avoir un enseignement totalement délocalisé où tous les cours seraient les mêmes et ça serait absolument catastrophique. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une identité dans une université. Et nous, on a choisi cette université avec un fort lien, une excellence dans la recherche, une excellence dans la formation, mais aussi avec un lien social fort. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est retrouvé dans le cadre de Civis, avec cette université civique qu'on appelait de nos voeux, qu'on appelle de nos voeux. Et voilà pourquoi on n'a pas peur, on est conscient des dangers, mais on est aussi prêt en réseau avec nos étudiants, avec nos personnels, avec nos collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, à relever ces défis. Le lien, il est fait, il est européen, il est mondial. L'université, l'enseignement supérieur, la recherche sont des notions de réseaux internationaux. Et nous, on a notre identité à défendre, nos spécificités, nos, nos défauts aussi, et ça nous permettra d'avoir une véritable identité. Donc, nous n'avons pas peur, mais nous sommes conscients des dangers, mais nous avons aussi de beaux projets de collaboration internationale sur la Méditerranée, sur l'Afrique. On a une responsabilité sur ces zones-là. Et avec Civis, on a aussi une université dans laquelle on va pouvoir faire évoluer nos pratiques, nos échanges étudiants, faire des citoyens européens, mais aussi avoir des bonnes pratiques, des échanges de bonnes pratiques avec nos collègues de toutes ces universités. Et je suppose aussi que le fait que AMU développe aussi beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'activités extra-enseignement avec les étudiants, l'identité qui est développée, je suppose que ça devient aussi un facteur clé pour développer l'attachement avec les étudiants. C'est fondamental pour AMU, c'est fondamental dans ce nouveau mandat. On a vraiment décidé de faire d'AMU plus qu'un lieu de travail, un lieu de vie. Voilà. Et donc ça, c'est notre envie. Et évidemment, tout ce qui est lié à la culture, à la vie, au lien social, au sport, c'est quelque chose que nous revendiquons et que nous allons faire vivre très fortement. On va travailler beaucoup sur la vie de nos campus. Voilà. Merci, merci Éric Berton, merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Virginie de Barnier, qui est donc la directrice de l'IAE d'Aix-Marseille. Donc c'est une business school, une école de commerce qui est très renommée. Elle va d'abord peut-être nous dire en quelques chiffres qu'est-ce que l'IAE aujourd'hui, et puis après nous expliquer aussi là, comment on s'est organisé face à la crise et quelles sont les ouvertures possibles qu'on voit venir dans ce monde d'après, on va dire, d'après Covid. Voilà, Virginie, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-François pour cette invitation. Je vais peut-être commencer par présenter l'IAE. L'IAE, c'est une business school, mais c'est aussi et surtout la business school d'Aix-Marseille Université. C'est une business school qui se caractérise par une très forte croissance ces dernières années, puisqu'elle a gagné 22 places au classement du Financial Times l'an dernier pour se classer 33e mondial sur son Master in Management. Elle est accréditée 5 ans EQUIS, donc elle est vraiment reconnue au plan international. Elle accueille 900 étudiants de niveau Master. Il y a des MBA et doctorats. Et 100% des formations Master sont offertes en apprentissage. On a à peu près un quart des étudiants qui choisissent cette formule. On reçoit aussi un quart d'étudiants étrangers et avec le Covid, ça a été quelque chose qu'on a géré, mais un gros challenge. Ces étudiants étrangers viennent d'environ 55 pays. Donc voilà, une business school qui fonctionne bien. Donc pour répondre à votre question, la réorganisation de l'école, déjà si je devais la caractériser, cette réorganisation, elle a été très rapide. Je pense que l'école a fait preuve d'une très grande agilité, et ce, grâce à une forte mobilisation des équipes. Vraiment, il y a eu un sentiment de forte mobilisation, à la fois des équipes administratives et des équipes pédagogiques.
Donc, on a agi, hein, bien sûr. D'abord, on a été extrêmement aidés par AMU parce qu'on avait des réunions hebdomadaires. On avait des résultats sur la cellule de crise. Eric n'en a pas parlé, mais il y a une cellule de crise. On avait vraiment très régulièrement les informations et des consignes les plus précises possibles sur ce qu'il fallait faire. Ensuite, nous, au sein de l'IAE, on a attribué des ordinateurs portables au personnel administratif qui n'en avait pas pour qu'ils puissent travailler en ligne et de chez eux. Au niveau pédagogique, les résultats, ça a été que tous les cours du second semestre ont été assurés. L'ensemble, la totalité des cours ont été assurés en ligne. Donc, on est passé vraiment très rapidement en ligne. Les seuls cours qui ont dû être annulés, c'est des cours électifs. Et encore, ils n'ont pas tous été annulés parce que ce sont des cours assurés par des enseignants extérieurs et certains d'entre eux n'ont pas souhaité les faire. Et surtout, c'était des enseignants qui venaient de loin. Mais on a maintenu tous ceux qui étaient avec nos partenaires, l'École nationale des arts et métiers et l'École du commissariat des armées. Donc, tous ces cours-là ont été maintenus pour nos partenaires. On a utilisé les outils offerts par AMU qui fonctionnent très bien. C'est Moodle, que nous avons renommé Amétis, mais qui est plus connu au niveau mondial et national comme Moodle. Mais on a laissé aussi à l'ensemble des enseignants le choix des outils. Donc, certains ont préféré utiliser Zoom, Google Meet, Coursera, Skype, Discord, etc. Chacun, on a laissé beaucoup de latitude quant au choix pour les enseignants, parce que déjà, quand ils sont sous contrainte, vraiment à eux de choisir les outils. On a aussi une plateforme Cross Knowledge qui offre 5000 cours en ligne. Donc, les étudiants ont pu travailler sur cette plateforme Cross Knowledge. Alors, on a vu des effets, bien sûr, de la crise, hein, en particulier sur les stages. On a eu environ 80% des stages maintenus, mais on a eu quelques stages supprimés. Donc, on a dû travailler pour trouver de nouveaux stages aux étudiants. Ce phénomène-là ne s'est pas passé sur l'apprentissage. On a eu seulement un apprentissage qui a été annulé. On s'est complètement adapté. Par exemple, je peux donner l'exemple des rencontres de l'alternance qui vont avoir lieu le 30 juin et le 1er juillet, qui vont être complètement online sur une plateforme Job Teaser que les étudiants connaissent déjà et qu'on avait déjà acquise précédemment. Donc, on s'appuie aussi sur nos connaissances précédentes. Du 15 au 29 juin, les étudiants vont pouvoir télécharger les étudiants admis à l'IAE vont télécharger leur CV, vont pouvoir regarder les entreprises présentes et les offres. Et ensuite, le 30 juin et le 1er juillet, il y aura des entretiens d'embauche virtuels organisés par l'école. Donc ça a été une grosse organisation et c'est en cours encore. Et enfin, sur le plan international, on a dû rapatrier des étudiants qui étaient à l'étranger. J'ai fait les chiffres pour préparer un peu la réunion. On en a rapatrié 19. On a dû annuler les study tours à l'étranger parce qu'on partait dans des destinations en plus très affectées comme le Vietnam. Donc, 6 study tours ont été annulés. Ça, c'était obligatoire pour des raisons de santé sanitaire. Hein. De toute manière, on ne pouvait plus quitter le territoire. Donc, ça, on l'a fait. Et je dirais même, pour terminer cet exposé, en recherche, on a travaillé en recherche sur le sujet, puisque je vois que Pierre Bateau nous a rejoint, mais il a publié, c'est un professeur de l'IAE, il a publié un article qui s'intitule, je l'ai là, After Covid, Some Changes to Expect. Mais je le laisserai prendre la parole sur ce sujet. Oui, là, je crois qu'il va être obligé de s'exprimer. Au-delà de cette organisation d'urgence, vous qui êtes quand même dirigeante d'une école de commerce très baignée de concurrence internationale, de marché, etc., de globalisation, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des opportunités pour l'IAE? Est-ce qu'il y a des menaces, encore une fois, de compétition internationale accrue, de modernisation des outils? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que le modèle d'aujourd'hui est plutôt solide? Je crois que j'ai une idée sur la réponse d'ailleurs. Oui, alors le modèle des IAE et le modèle de l'IAEX en particulier
Et c'est un modèle très solide, donc qui résiste à beaucoup de crises, hein. Il a résisté à la crise du changement de l'apprentissage et finalement, chez nous, l'impact a été assez mineur, hein, beaucoup moins fort que sur des écoles complètement privées. C'est un modèle très solide parce qu'il repose sur 3 piliers forts, hein. Le premier, c'est un financement pour à peu près un tiers par l'État. Le deuxième, c'est le financement par les entreprises qui sont très présentes chez nous et qui représentent un tiers des financements. Et le troisième, c'est les frais de scolarité des étudiants. Donc, en fait, on a un modèle économique très fort et qui résiste finalement bien en temps de crise. Et finalement, on se rend compte qu'en temps de crise, l'école a tendance à plutôt monter dans les classements parce que ce sont les écoles complètement privées qui fonctionnent à pratiquement 100% sur les frais de scolarité. Et bien, quand il y a une crise, les étudiants regardent cet indice avec beaucoup d'attention. Bon, l'IAE, en termes de retour sur investissement, est numéro 1 au Financial Times. Donc, c'est le meilleur investissement, le retour sur investissement du Financial Times. C'est combien les étudiants ont payé leur scolarité et combien ils gagnent 3 ans après. Et voilà, c'est un ratio entre les deux. Et on est numéro 1. Et ça fait plusieurs années qu'on est numéro 1. Donc, on a un modèle très solide. Donc, bien sûr, le marché va trembler et souffre, mais je pense que ce sont plutôt les écoles moins solides, plus petites et peut-être moins agiles qui vont davantage souffrir que l'IAE. Voilà. Et puis, il y a aussi un mixte géographique qui est assez particulier, où vous ne dépendez pas d'une destination, entre guillemets. Alors, oui, la stratégie de l'école, ce n'est pas de campus internationaux du tout. En revanche, on s'appuie énormément sur un réseau international, développé d'ailleurs par AMU, hein. On s'appuie sur les partenaires AMU. Par exemple, on travaille avec l'University of Indiana, qui est un gros partenaire AMU. On travaille très bien avec la Kelley Business School de University of Indiana. Pour l'an prochain, on a prévu de travailler avec eux en ligne ou pas en ligne. Si on peut se déplacer, on se déplacera. Mais sinon, il y a déjà des cours prévus avec eux. On travaille avec Politecnico Milano, on travaille avec Reutlingen en Allemagne, le CFVG au Vietnam. Donc, on va accueillir des étudiants vietnamiens. Pour l'instant, on ne peut pas y aller, mais on va en accueillir. Ils passeront par une quarantaine vraisemblablement, mais on pourra en accueillir au sein du Master Recherche donc, et au sein du MBA. Donc, ce sont vraiment des partenaires forts et cela nous donne moins de fragilité que si nous avions des campus entiers en Chine. Et aussi, une des grosses différences que je pourrais ajouter sur ce point, c'est qu'à l'international, nous n'avons pas, comme beaucoup d'écoles, 20% des étudiants chinois. Pas du tout. Quand j'ai dit qu'on avait 25% d'étudiants étrangers, c'est le cas, on a environ 250 étudiants étrangers sur le campus, ils viennent de 55 pays différents. Oui. Donc, les Chinois, j'en ai peut-être 2. Donc, si j'ai 2 Chinois de moins, j'aurai peut-être 2 Allemands de plus. Dernière question avant de passer la parole à Romain Lafont sur l'arbitrage présentiel-distanciel. Est-ce que vous allez évoluer dans les mois qui viennent ou à la rentrée, par exemple? Oui, alors bien sûr, hein, la rentrée, on est en train d'y travailler. Et vous voyez, je voudrais citer une anecdote, un des effets du corona, c'est que les barrières physiques ont été un peu affirmées, mais de ce fait, les barrières temporelles ont été complètement explosées et complètement, spontanément, pas du tout à mon initiative, à l'initiative des enseignants. D'ailleurs, j'en vois certains qui sont là présents. La synchronisation. Je les remercie. À leur initiative, eh bien, lundi de la Pentecôte, ils font une réunion sur la rentrée. Vous voyez, hors Corona, je pense que ce n'était pas possible, mais là, du fait que ça puisse être en ligne, donc dès lundi, ils feront une réunion. Ben, le mot d'ordre, en fait, c'est le mot d'ordre de la rentrée. Ça va être d'abord rester sur des modèles adaptables pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire. Donc,
être sur un modèle distanciel certainement au début, puis passer certainement à de l'hybride et revenir au présentiel qui est quand même très demandé par les étudiants. Et comme le soulignait Éric Berton, bien sûr, les étudiants, ils veulent venir, ils ont besoin de ce lien social au sein de l'université. Et le deuxième mot d'ordre, c'est de laisser beaucoup de liberté aux enseignants pour qu'ils choisissent les outils qu'ils veulent. On va en mettre plusieurs à disposition, mais le choix de l'outil pour qu'ils se sentent à l'aise avec la technologie, ça sera vraiment le mot d'ordre à la rentrée. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On viendra à vous peut-être tout à l'heure pour des questions ou des réactions. Romain Lafont, maintenant, je donne la parole à Romain Lafont, qui est le directeur de Polytech, une école d'ingénieurs, donc avec un autre regard sur la crise et puis le marché de l'enseignement supérieur. Romain, c'est à vous. Alors, comment d'abord l'école s'est organisée face au confinement? Quels outils vous avez mis en place? Est-ce que ça a été facile, difficile? On imagine que dans une école d'ingénieurs, on est habitué aux ordinateurs et que tout va très vite et très bien. C'est le cas? Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, oui, c'est ce qu'on peut penser au premier abord. Mais peut-être pour répondre à votre question, je vais aborder un angle un petit peu différent. Alors, ouais. Je précise juste en amont que vous êtes aussi vice-président en charge des partenariats avec le monde économique au sein d'Aix-Marseille Université. C'est important de le préciser. Tout à fait, merci. Alors voilà, avant de vous répondre, quelques mots sur Polytech assez rapidement. Polytech Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas notre école d'ingénieurs, donc c'est bien entendu l'école d'ingénieurs d'Aix-Marseille Université. En quelques chiffres, c'est 1500 étudiants en formation, c'est plus de 300 diplômés ingénieurs par an, c'est 8 spécialités d'ingénieurs, donc dans des domaines extrêmement larges. On va du génie civil jusqu'au biotechnologique, en passant par l'informatique, les matériaux, la mécanique énergétique, le génie industriel, par exemple. Donc, on voit que notre spécificité, c'est vraiment une école de spécialité. Au-delà de ça, Polytech, c'est aussi une école d'un réseau d'écoles d'ingénieurs, puisque le réseau Polytech en France, c'est 15 écoles réparties sur tout le territoire, toutes des écoles universitaires, donc intégrées, écoles internes aux universités. Et quelque part, pour passer la crise qu'on vient de vivre, ça a été une vraie force, la force du réseau, à la fois à l'échelle du réseau Polytech et bien entendu, par rapport à ce qu'a dit Eric tout à l'heure, et je le rejoins et je remercie l'université parce que clairement, le cadre qui a été offert aux différentes composantes de l'université pour pouvoir surmonter cette crise a vraiment été, je veux dire, d'une grande aide et d'un grand support. Et ça, vraiment, on peut être fier, quelque part, d'être au sein de cette université qui nous donne vraiment les moyens, quelque part, d'aller plus loin. Sur la notion et sur la question que vous posiez par rapport à l'enseignement à distance et comment on a vécu ça, je pense que l'angle qu'il faut voir est un petit peu différent. L'enseignement à distance, c'est un sujet qui revient sur la table, là, tout d'un coup, parce que Covid, parce qu'il a fallu s'adapter les 3 mois qui viennent. Mais c'est un sujet, en fait, qui est extrêmement vieux hein, et qui est déjà, quelque part, sous-tendu depuis très longtemps au sein des formations, en particulier au sein des formations d'ingénieurs. Et c'est, je crois, un virage qui a déjà été entamé par beaucoup de formations par le passé. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été produits, beaucoup d'études pédagogiques autour. Et c'était un virage qui était absolument essentiel pour répondre à un simple besoin, le besoin de faire évoluer notre offre de formation pour être tout simplement en adéquation en fait, du marché vers lequel on doit conduire nos diplômés. On parle souvent des nouveaux métiers, on parle souvent aussi des nouveaux étudiants. Donc, on a tout ça à réfléchir et à faire évoluer. Derrière aussi, il y a bien entendu cette notion de nouvelles compétences que doivent acquérir nos étudiants. Et tout ça nous mène à des réflexions sur l'apprentissage beaucoup plus profondes. Et quelque part, la digitalisation de l'enseignement, cet enseignement à distance, fait partie des moyens qu'on va mettre pour ça. J'ai juste 2 exemples là qui, moi, me paraissent extrêmement intéressants et qui vont nous permettre d'aller plus loin. C'est en termes de nouvelles compétences, on parle souvent de l'étudiant au centre, au cœur de sa formation, de son parcours. Les enseignements à distance nous permettront sûrement cette approche plus modulaire, plus flexible du parcours des étudiants que ne permettent pas forcément tout le temps le présentiel. Deuxième chose, quand on parle d'enseignement à distance, la grande chance et la grande possibilité derrière, c'est l'ouverture à de nouveaux publics. On parle beaucoup d'international, donc clairement, voilà, il y a une ouverture sur l'international qui est extrêmement intéressante et indispensable via l'enseignement à distance. Mais derrière aussi, il y a la formation continue. Vous avez parlé des entreprises du monde socio-économique. Je crois qu'en formation continue, en formation professionnelle,
Cette approche en termes d'enseignement à distance est aussi essentielle. Un salarié a besoin, pour évoluer dans sa carrière de suite des formations, il n'a pas toujours le temps de quitter son entreprise et de venir en centre de formation pendant de longues semaines ou de longues journées. C'est mieux s'il peut le faire à distance. Et un dernier point qui, en tant qu'école d'ingénieur, et en plus à Polytechnique Marseille, nous intéresse tout particulièrement, c'est l'apprentissage. On voit que cette notion d'apprentissage aujourd'hui, au sein des écoles d'ingénieurs, se développe beaucoup. Quelques chiffres, c'est une augmentation, je crois, d'à peu près 40% depuis 5 ans du nombre d'apprentis dans les écoles d'ingénieurs. C'est une voie vraiment qui est en train de se développer. Et l'enseignement à distance doit nous permettre d'encore plus développer ces méthodes d'apprentissage et d'avoir plus d'apprentis au sein de nos écoles d'ingénieurs. Juste, je fais le lien avec une annonce très récente du gouvernement qui va aborder son plan de relance, notamment en accompagnant l'apprentissage et la relance en fait de l'apprentissage dans les entreprises. Alors si maintenant je reviens sur le contexte qu'on a vécu depuis ces 3 derniers mois, je dirais que ça a permis une accélération de ce virage qui était déjà entamé au sein de Polytechnique Marseille en fait. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Virginie, sur ce qu'a dit Eric aussi. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place au sein de notre école. Continuité pédagogique, réactivité extrême, je dirais, de l'ensemble des personnels et enseignants de l'école. Par contre, je vois plutôt l'angle, je veux dire, optimisation, amélioration continue. Il y a peut-être 4 points de vigilance qui ont été identifiés et qu'il faudra sûrement réfléchir pour l'avenir. Le premier point, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi par Carmela, c'est les outils versus l'utilisation. Je pense que ça, quand on parle d'enseignement à distance numérique, en fait, il faut bien faire la différence entre utilisation d'outils numériques pour l'enseignement et enseignement via les outils numériques. Et là, je crois qu'il y aura peut-être un débat là-dessus. Là, vraiment, il y a quelque chose à creuser parce que c'est totalement différent et c'est 2 approches absolument différentes. Le deuxième point qui a été évoqué aussi, c'est l'avenir, à notre avis, sera forcément hybride. On ne pourra pas passer tout en distanciel, on ne pourra pas passer tout en présentiel ou revenir complètement tout en présentiel parce qu'encore une fois, modularité, flexibilité, ouverture à de nouveaux publics. Donc, cette hybridation quelque part de l'enseignement, c'est sûrement une des bonnes pistes à évoluer et à creuser pour l'avenir. Le troisième point de vigilance que nous avons identifié, c'est sûrement ce qu'on appelle la rupture numérique. Moi, j'appelle ça aussi fracture sociale parfois, où clairement, il y a des étudiants parfois qui n'ont pas pu avoir accès correctement aux enseignements, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les outils numériques suffisants. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Je parle des étudiants, mais je peux aussi parler des enseignants et des personnels. Ça a été évoqué tout à l'heure aussi. Il y aura aussi un besoin de formation et d'accompagnement des personnels, justement, pour pouvoir aller plus loin sur ces formes d'enseignement. Et en fait, le dernier point qui en découle, le 4e point, c'est le coût, tout simplement, le coût de tel dispositif à mettre en œuvre. Et je pense qu'il y aura vraiment une réflexion assez profonde à mener sur notre politique d'investissement à l'avenir et voir quelle place on veut donner en fait aux investissements pour développer ces enseignements à distance. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon qui synthétise bien les enjeux. Juste sur Polytech, là, vous évoquez cette fracture numérique. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'étudiants là, sur votre total qui a été en difficulté d'accès aux cours Oui. Parce qu'il n'y a qu'un ordinateur dans la famille ou parce qu'il n'y a pas d'Internet, etc. Tout à fait. Oui, alors, oui, on a un chiffre précis, en fait, c'est 23 étudiants. Alors, 23, ça paraît peu, peut-être sur 1500, mais voilà, on a fait une enquête parce que voilà, on a sollicité tous nos étudiants pour connaître un petit peu leurs difficultés. Donc, on a quand même 23 étudiants qui se sont manifestés, mais ça, quelque part, on espère que c'est les seuls. Mais voilà, donc c'est relativement faible, mais c'est encore trop parce qu'on cherche 100%. Oui.